Mesdames et messieurs, nous allons commencer la deuxième conférence. Je laisse donc Irna. Déjà, je vous demanderai de baisser un petit pouce. Et je laisse donc Irna vous parler des pseudo-pyramides. Bien, donc une deuxième partie, je vais vous parler d'un cas un peu particulier. Lorsque la pseudo-archéologie transforme des collines en pyramides. Alors, c'est un cas que vous connaissez bien, c'est celui, j'avais une question tout à l'heure sur ce qui m'avait amené à m'intéresser à ça. C'est effectivement ce cas-là qui m'a amené à m'intéresser à la pseudo-archéologie. C'est le cas donc des pyramides de Bosnie, pyramides bosniennes. Alors c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est à la fois, vous allez voir, de la pseudo-archéologie, sans aucun doute, et en même temps, c'est, à ma connaissance, un cas unique de pseudo-archéologie soutenu, financé par le gouvernement. Hein, donc on est vraiment dans un cas très particulier. Alors, à l'origine de ce cas, il y a un certain Semir Osmanagić, qui est un homme d'affaires américain, enfin, d'origine bosnienne, mais qui vit aux États-Unis, il a fait fortune, et qui est, lorsqu'il ne fait pas d'affaires, qui est l'auteur d'une dizaine de livres d'histoire alternative, complotistes, des livres sur le complot des francs-maçons, par exemple, sur la base de l'Antarctique où Hitler se serait réfugié à la fin de la guerre, et des livres où il évoque beaucoup les Mayas, qu'il considère comme les descendants des Atlantes, qui eux-mêmes sont venus des Pléiades. C'est-à-dire qu'il va combiner les deux grandes idées de la civilisation atlante et des extraterrestres. Alors en 2005, Osmanagić se rend en Bosnie et il se rend dans la petite ville de Visoko, qui se trouve à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Sarajevo. Une petite ville qui n'avait jamais fait parler d'elle. Et là, il a une révélation. Pas d'autre mot, hein, c'est une épiphanie. En regardant la vallée de Visoko, il découvre deux collines qui encadrent cette vallée. Donc la première, la plus haute ici à droite, et puis la deuxième à gauche. Et pour lui, ces deux collines, il n'y a aucun doute, il en est certain, ce sont des pyramides géantes. Et il les baptise tout de suite pyramide du Soleil et pyramide de la Lune, en référence à Teotihuacan, avec ces deux grandes pyramides du Soleil et de la Lune. Il crée une fondation pour faire des fouilles, visant à prouver son intuition, et il découvre par la suite trois autres pyramides, entre guillemets, pyramide de l'amour, pyramide du dragon et pyramide de la terre-mère. Donc une vallée des pyramides à Visoko. Alors, la première pyramide, donc la plus importante, fait 220 mètres de haut. Pour Osmanagić, aucun doute, c'est une pyramide à faciès de type égyptien. Hein, c'est la colline de Visocitsa. Et pour lui, c'est une pyramide. Alors, il propose plusieurs dates, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans. Bon, de toute façon, des dates très anciennes. Et pour lui, cette pyramide est forcément le reste d'une civilisation très ancienne, celle des Atlantes, extraterrestres. Et cette pyramide, pour lui, ce n'est ni un tombeau ni un temple, c'est une machine. Une machine produisant ou qui aurait produit de l'énergie, d'où la représentation systématique sur toutes les affiches de sa fondation d'un rayon d'énergie sortant de la pyramide. C'est évidemment du Photoshop. Hein. Personne n'a jamais vu ce rayon d'énergie. La deuxième pyramide, la pyramide de la Lune, là pour lui c'est une pyramide de type Maya. Alors les documents que je montre là, c'est ceux qu'il présente sur son site, hein, avec ses collages d'une pyramide Maya sur le paysage de Bosnie. Donc la pyramide de la Lune Maya. Je ne parlerai pas des trois autres parce que bon, il ne les a pas vraiment fouillés, il en parle très peu. Par contre, dans la même vallée, vous avez là au fond la pyramide du Soleil, et à 3 km au nord, il y a un réseau de souterrains, un réseau de galeries souterraines, assez étendu, assez complexe, un peu labyrinthique, c'est part dans tous les sens, dont il a exploré à peu près 1000-1200 mètres actuellement. Et ces tunnels sont clairement d'origine artificielle. Hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des murs de pierre sèche posés le long des parois.
Il y a un drain au milieu, on a fixé, creusé le milieu. Il y a des galeries qui ont été rebouchées, donc clairement c'est artificiel. Et pour Osman Aguic, ce sont des tunnels qui relient les pyramides entre elles. Il est persuadé qu'il y a un lien avec les pyramides. Et puis dernière chose, un petit peu partout en Bosnie, on trouve ce genre de choses. Des sphères de pierre, dont les plus petites ont quelques dizaines de centimètres, et la plus grosse, un peu plus de 2 mètres de diamètre. Ces sphères de pierre, pour lui, c'est également artificiel. C'est un élément d'un réseau de diffusion d'énergie à travers le monde. Même si, curieusement, certaines de ces sphères sont encore insérées dans une matrice de pierre. Elles sont coincées dans la pierre, mais pour lui, c'est des sphères artificielles. Alors, tous ces éléments, sauf les tunnels, tous ces éléments, pour les géologues, ce sont en fait des éléments tout à fait naturels. La pyramide de la Lune n'est pas une pyramide, c'est une colline. Sa forme, elle est assez régulière, elle a une face nord qui est vraiment bien triangulaire, et surtout une pente très très régulière. Ça s'explique tout simplement par la géologie. Il y a une couche de conglomérats très épaisse qui forme la face nord de la pyramide, et la pente de la face nord suit exactement le pendage des couches. On est dans une zone qui a été surélevée à la fin du Miocène, la chaîne des Dinarides, et donc ces couches ont été déposées d'abord dans un lac intérieur, puis surélevées, basculées, plissées. Ça formait une sorte de grand anticlinal, de grands plis comme ça, dont la partie centrale a été érodée, et il ne reste que le versant nord de cet anticlinal, ce que les géologues appellent un crête, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un rockback en anglais. Donc voilà, c'est une pyramide tout à fait naturelle. Pour la pyramide de la Lune, on n'a pas tout à fait la même géologie, on a des terrains plus anciens, horizontaux, là ils n'ont pas été déformés, mais par contre ils sont formés de milliers de petites couches très fines, d'argile, de marne, de grès, il y a tout un mélange. Et alors ce qui est caractéristique sur cette pyramide, c'est que c'est Osman Aguic lui-même qui est en train de la transformer en pyramide. Vous avez là en pointillé, c'est la pente originelle du terrain, et les fouilles sont en train de sculpter véritablement cette colline en forme de pyramide. On va dégager une couche résistante, tailler donc une marche jusqu'à la couche résistante supérieure, et former comme ça une série de terrasses. Et effectivement, il y a des endroits où ça commence à ressembler à une pyramide à degrés. Et ces degrés, ils ont été fabriqués par les fouilleurs. Les sphères sont aussi totalement naturelles. C'est des concrétions géantes qui se forment dans le grès au moment de la lithification du grès, pendant que le sable se transforme en grès. On en trouve un petit peu partout dans le monde. Là, je vous en ai mis une qui est en France, en haut à gauche, à Saint-André-de-Rozan, dans les Alpes de Haute-Provence. Celle de droite est sur la terre François-Joseph, en Amphi. En bas à gauche, c'est dans le Dakota du Nord. Et à droite, c'est les Moeraki Boulders en Nouvelle-Zélande. On a des dizaines d'exemples un petit peu partout de ce type de construction qui n'ont rien d'artificiel. Donc, clairement, ce que fait Osman Aguic, c'est qu'il utilise des phénomènes naturels, méconnus du public, que le public ne connaît pas, qui le surprennent, et il les transforme en éléments de sa pyramide. Donc, quelques autres exemples. En haut à gauche, on a deux couches superposées, une couche de grès fine sur une couche de conglomérat beaucoup plus épais. Et Osman Aguic présente ça comme un parement. C'est-à-dire qu'il va utiliser le vocabulaire de l'archéologie, comme le parement de la pyramide de Khéops, fait de calcaire fin de Toura, sur un nucléus fait de blocs plus grossiers. Donc là, il va présenter ça comme ça. Sur le grès de la colline de la pyramide de la Lune, il y a souvent des petits dessins, des petites ondulations. Vous les avez tous déjà vus si vous êtes allé en bord de mer. Dans le sable, on voit se dessiner ce qu'on appelle les rides de marée, les ripple marks. Vous avez déjà vu ce sable qui fait des ondulations. Là, ils ont été fossilisés. Donc tout à fait naturellement. Mais pour Osman Aguic, c'est un décor. Ce sont des dalles sculptées par les constructeurs des pyramides. Le morceau de grès en bas à droite, du grès stratifié, érodé, c'est un élément d'une statue, le pied d'une statue.
etc. On invente des inscriptions, on prend une pierre qui a des petits défauts, des petites fentes, on repasse en rouge certaines pour que ça donne l'impression d'une inscription. Donc on a vraiment création, à partir d'éléments naturels, d'un site pseudo-archéologique. Alors il va aussi détourner l'archéologie réelle du pays. Alors ici, par exemple, ce que vous voyez là, ce sont des stèles. Si c'est un stetchak, c'est une tombe, une pierre tombale médiévale. Elles sont magnifiques, il y en a exclusivement en Bosnie et quelques pays autour. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'humanité. Elles datent de la fin du Moyen-Âge. Mais Osmanagić essaie d'en faire un héritage de sa civilisation constructrice de pyramides. Sur la base de quoi? Sur la base de la forme. Une forme triangulaire. Donc forcément, c'est soit un souvenir des populations qui ont essayé d'imiter la pyramide qu'elles ont vue, soit un héritage des reliques réutilisées au Moyen-Âge. Même chose sur la pyramide du Soleil. Au sommet, il y a une forteresse en ruine, comme vous voyez là-haut. C'était le siège du pouvoir royal au XIVe siècle. Et évidemment, qui dit forteresse dit tout autour des fossés, des aménagements. Or, toutes ces traces archéologiques médiévales, Osmanagić les utilise comme preuve de l'existence de terrasses dans la pyramide. Et puis, pour finir là sur le tunnel, la photo qu'elle a, c'est une mine de fer du XIXe siècle en France, où on va retrouver exactement les mêmes éléments que dans le tunnel de Visoko, c'est-à-dire le drain central, évacuer l'eau, les murs de pierre sèche qui sont en fait des stériles. Quand on tombe sur du caillou qui ne comprend pas de minerai, plutôt que de prendre la peine de l'évacuer, on va le ranger sur les côtés. Des galeries bouchées parce qu'elles sont diffusées, donc on les bouche pour pas qu'elles s'effondrent. Donc tout ça nous indique une chose, c'est que ce tunnel de Visoko est très probablement une mine qu'on peut même dater puisqu'on y a retrouvé une lampe mineure du XVIIIe siècle. Donc voilà, le tunnel est du XVIIIe ou XIXe siècle. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que Osmanagić ne la montre pas cette lampe. On en a des photos qui ont été prises par des fouilleurs, qui ont pris des photos, mais ces photos, Osmanagić ne les a jamais publiées. Elles ne sont pas sur son site, elles ne sont jamais mentionnées. Donc on a bien du cherry picking, hein, c'est-à-dire que si on trouve quelque chose qui peut intégrer à sa pyramide, il le prend. Si on trouve quelque chose qui semble démonter, il n'en veut pas. Alors, on a donc, un de mes amis avait appelé ça une véritable chimère. Vous voyez, la chimère, c'est l'animal qui est partie lion, partie aigle, etc. Là, c'est une chimère archéo-géologique. Hein, on prend des éléments archéologiques, des éléments géologiques, et on essaie de construire quelque chose avec ça. Donc ici, c'est une affiche que vous avez dans le musée de Visoko, la partie du musée occupée par Osmanagić, où on a un mélange de vrais artefacts plutôt anciens, de cailloux avec des formes bizarres. Par exemple, celui tout en haut, là, il y a une vague forme de massue, on ne sait pas quoi. Donc il a décidé que c'était un artefact. Un caillou avec des traits bizarres qu'on va repasser en couleur, c'est une inscription. Un vrai artefact néolithique, cette petite pyramide là que vous voyez, qui est haute comme ça, elle a été trouvée non pas à Visoko, mais à quelques kilomètres de là, dans un site néolithique de la culture du Boutmir. Et pourquoi est-ce que Osmanagić la met là, alors qu'elle n'a aucun rapport avec ces pyramides? Tout simplement parce qu'elle a une forme de pyramide. Alors, en fait, le haut est cassé, c'est la base, d'un encensoir, de la base, mais comme ça ressemble à une pyramide, hop, c'est intégré dans sa chimère. Et puis, l'objet que je préfère, c'est cet objet qui présente comme une amulette préhistorique. Pour moi, je peux me tromper, hein, mais pour moi, c'est un morceau de brique avec du ciment. Il a été usé par la rivière, mais il figure dans le musée de Visoko comme amulette préhistorique. Bon, c'est un drôle de mélange, donc. Alors, évidemment, les scientifiques ne croient pas à tout ça. Osmanagić n'a eu aucun succès, ni auprès des géologues, ni auprès des archéologues.
ce qui n'empêche pas de faire semblant de faire de la science, ça plaît beaucoup au public. Il utilise des titres scientifiques qui n'ont aucun sens. Rapidement, un exemple, il s'intitule Docteur Osmanagic. Il a effectivement soutenu une thèse à Sarajevo sur les Mayars, dans un jury où il y avait 0 maléniste, 0 archéologue, 0 historien. Il faut dire que son père était un ancien ministre en Yougoslavie, donc il doit avoir un réseau de relations relativement étendu. Il fait des analyses, tout plein d'analyses. On analyse plein de choses, on les date, mais il va retenir uniquement les dates qu'il arrange. Donc ici, il a retenu cette analyse-là pour dater la pyramide du Soleil, 29 000 ans. Sauf que, qu'est-ce qu'il a daté? Il a daté une feuille, mais une feuille fossile, prise dans une couche de grès du Miocène, donc il y a 5 ou 6 millions d'années. En théorie, il y a plus de carbone 14 dedans. On va dater une feuille fossile. Donc ce qui a été daté, c'est probablement une contamination par de l'eau et de pluie chargée en carbone 14. Bon, mais c'est pas grave. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une date. Hein, ça fait sérieux. Ça fait scientifique. Bon, il utilise aussi beaucoup de pseudosciences. Je passe pas très vite. L'énergie, la qualité vibrationnelle du tunnel, des galeries souterraines, mesurées en bovis, l'unité de mesure des radiesthésistes, que personne n'est capable de définir, des photos de rayonnement énergétique des sphères faites avec un logiciel de traitement de couleurs, des photos en fausse couleur, des articles qui mélangent la cosmologie égyptienne, les logons, la théorie quantique. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un papier qui a été présenté lors d'une soi-disant conférence scientifique organisée par Osmanagic, les pyramides gardiennes de la vibration primaire cosmique des densités locales. J'ai renoncé à comprendre, comme dirait quelqu'un que vous connaissez peut-être, la gueule c'est quantique. Bon, voilà. Toujours maîtresse, si vous voulez. Alors, il a aussi construit un parc de loisirs, à côté du tunnel. Un parc un peu new age, parce qu'il y a plein d'énergie partout. Donc forcément, c'est bon pour le corps et l'esprit. Donc on fait des chambres de méditation, un parc avec une plateforme de méditation, une spirale énergétique, qui attire pas mal de monde. On vient s'y ressourcer. Alors, le projet d'Osmanagic a ramené un peu d'argent dans la région, qu'on avait bien besoin, une région très pauvre. Il vend tout le temps son projet comme pour le bien de la Bosnie. Le tourisme est une chance pour la Bosnie. Il a un projet qui n'est pas réalisé pour le moment, d'un gigantesque complexe hôtelier, en forme de pyramide. Et puis, on a vu se développer partout des petites boutiques de souvenirs. Vous pouvez acheter une pyramide en coquillage, de l'eau du tunnel, 10 € le petit flacon de 10 centilitres, une miraculeuse, puisqu'elle est chargée d'énergie. Voilà, alors ça c'est le côté, on va dire, un peu marrant. Là on aborde des choses un petit peu moins drôles, c'est le côté nationaliste. Ce qui a fait que ça a vraiment bien marché, ce projet, un succès extraordinaire en Bosnie, c'est la tonalité nationaliste. La Bosnie-Herzégovine, grâce aux pyramides, devient le berceau de l'humanité. C'est les plus grandes et les plus anciennes pyramides du monde. C'est le berceau de l'humanité, de la civilisation. C'est devenu le projet du pays tout entier. C'est plus le projet d'Osmanagic, c'est le projet de la Bosnie, avec un support, en particulier de la diaspora bosnienne, tous les Bosniens qui ont quitté le pays pendant la guerre, et qui a sans doute une façon de compenser le traumatisme de la guerre et de l'exil, et en tout cas, ils soutiennent très très fortement ce projet. Avec pour résultat que le gouvernement soutient, les hommes politiques défilent, se font prendre en photo sur la pyramide, en train de serrer la main d'Osmanagic, et ce soutien, il se traduit en particulier par un soutien financier, sous forme de subventions, sous forme d'aménagement, parking, routes, etc., pour accéder au site des pyramides. Et alors le plus grave, c'est que du coup, les opposants au projet, qui vivent là-bas, sont dénoncés comme des traîtres, puisque c'est le projet du pays tout entier,
puisque ça fait de la Bosnie une grande nation, les opposants sont des traîtres. Et ici, on a un article où Osmanagić demande la démission ou le renvoi de 4 personnes. Donc le premier, Gargovac, c'était le ministre de la Culture, qui a refusé de donner des subventions. Lovranović, c'était le responsable de la commission pour la protection des monuments nationaux, qui lui a interdit de fouiller sous la forteresse. Et puis les 2 derniers, c'est 2 préhistoriens spécialistes des Balkans, qui ont été les premiers à condamner ce projet. Alors, pour la petite histoire, Zilka Kujundžić, que vous voyez ici, qui est une préhistorienne très connue, qui a été la première à critiquer Osmanagić et dénoncer le caractère pseudo-scientifique du projet, c'est quelqu'un qui, pendant la guerre, est resté à Sarajevo. Il a passé tout le siège de Sarajevo sur place, dans le musée de Sarajevo, à protéger les collections. Protéger les risques d'incendie, les mettre à l'abri. En 92, Osmanagić est parti. Il était faire fortune aux États-Unis. Donc le voir venir maintenant accuser cette dame de trahison, ça fait un peu mal quand même. Elle a été insultée de façon extrêmement violente, bousculée même physiquement. Il y a eu vraiment une espèce de haine contre elle en particulier. Alors, les pyramides sont donc maintenant, en quelque sorte, un élément du roman national bosnien. Si on parlait de roman national pour la Bosnie, elles ne sont pas encore au programme officiel dans les écoles, pas encore insérées, ce sera peut-être un jour, mais en tout cas, dans toutes les écoles de la région de Visoko, on en parle, on amène les enfants visiter les tunnels, faire un tour de la spirale énergétique pour se ressourcer, on leur fait faire des dessins, etc. Donc, on a comme ça une diffusion par l'intermédiaire de ces pyramides, une diffusion de la pseudo-science un peu partout, auquel il faut ajouter d'autres conséquences un peu négatives. Tout en haut, là, vous avez 2 photos de la façon dont se passent les fouilles dans le tunnel, cette fameuse mine du 18e, qui pourrait être très intéressante parce qu'on n'a aucune information sur les exploitations minières de l'époque ottomane en Bosnie. On a vraiment un trou historique là, et donc ça pourrait être vraiment très, très intéressant. Vous voyez comment il fouille, hein. Pique, pioche, pas de relevé, les débris sont pas tamisés, on ne récupère aucun artefact, on ne récupère rien. C'est-à-dire que toute l'information est perdue. Perdue pour la science, perdue pour les historiens, pour les archéologues. Tout ce qui a été vidé dans ces tunnels, c'est totalement perdu. Et puis il ne faut pas oublier que la Bosnie est un pays pauvre. C'est un des 2 plus pauvres d'Europe avec l'Albanie. C'est un pays pauvre qui a peu de ressources, qui a dû se reconstruire après une guerre assez terrible. Et ces ressources, Osmanagić en détourne une partie. Et un des résultats, c'est que le musée national de Sarajevo, le plus grand musée du pays, est resté fermé pendant 4 ans, de 2012 à 2015, par manque de moyens. Il n'y avait plus de quoi payer les salaires, il n'y avait plus de quoi chauffer le musée, et donc il a été fermé. Enfin, tous les ans, ça veut dire fermé. On l'a aujourd'hui rouvert avec une aide américaine, mais la plupart des salariés viennent en fait bénévolement, ils ne sont toujours pas payés. Donc, on est dans un cas où un projet pseudo-archéologique finalement absorbe une partie des ressources du pays. Et je vais conclure là-dessus en disant que la pseudo-archéologie, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est important à retenir, c'est drôle, on peut sourire, on peut s'amuser des idées un peu fantaisistes de certains. Soulever des pierres et des lasers, c'est rigolo, mais ça peut aussi avoir des conséquences négatives. Et dans le cas de la Bosnie, je crois que les conséquences négatives l'emportent sur les conséquences positives, du fait du soutien du gouvernement. Donc, conséquences politiques, avec la diffusion du nationalisme, conséquences sur la société, diffusion de la pseudo-science, conséquences avec la diffusion de la haine des scientifiques fermés qui refusent d'accepter, donc qu'on rejette, et puis conséquences matérielles avec la destruction d'un patrimoine réel. Voilà. Donc, si vous avez des questions. J'ai une micro-question, c'est sur les articles que tu indiques, ils sont tous de 2007. Du coup, c'est toujours d'actualité, tous ces trucs en Bosnie, ou ça a changé depuis? Alors, c'est plus d'actualité au sens où il n'y a plus d'opposants.
D'accord. Ah ouais. Les opposants se taisent, ne disent plus rien. Les institutions scientifiques du pays, l'Académie des sciences, etc., ont fait ce qu'elles ont pu, se sont fait insulter, n'ont pas réussi à convaincre les politiques. Et du coup, il n'y a plus du tout d'opposition. Alors voilà, c'est rentré dans la norme. Et du coup, il n'y a plus d'articles de ce type-là, d'articles politiques sur la nécessité de soutenir le projet, etc. Il n'y en a plus. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'était l'article un petit peu ancien. Aujourd'hui sur le site, il n'y a pas d'archéologie, parce qu'effectivement ils ne trouvent rien en archéologie, hein, à part un petit tesson de poterie de temps en temps. Il n'y a plus que des articles sur les énergies, les tunnels qui permettent de guérir l'asthme, le cancer et je ne sais pas quoi. Voilà, on est plus dans la pseudo-médecine, mais il n'y a plus d'articles comme ça. Je voulais savoir s'il y a des différences ou des similitudes entre la création du roman national bosnien et celui français, par exemple avec des pseudo-historiens comme Laurent Deutsch ou Stéphane Bern. Alors, à ma connaissance, ils n'ont pas de Laurent Deutsch, celui de Stéphane Bern. Il y a à la fois beaucoup de similitudes et beaucoup de différences. Il y a des similitudes parce que, comme tous les pays, on cherche à se créer un roman national, c'est clair. Hein. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui l'échappent. Donc dans le cas de la Bosnie, c'est en particulier la Bosnie médiévale qui est mise en avant. À l'époque, on avait un royaume de Bosnie indépendant et assez puissant. Les différences, c'est que c'est beaucoup plus crispé en Bosnie. C'est quand même un pays qui est sorti d'une guerre liée au nationalisme, où les nationalismes sont toujours très forts, des divisions terribles. Hein. C'est loin d'être fini, il n'y a plus de guerre actuellement, mais les tensions nationalistes sont très fortes. Et on a des romans nationaux concurrents. Il y a celui des Serbes, il y a celui des Bosniaques, celui des Croates, ce n'est pas les mêmes. Donc la pyramide, c'est spécifiquement bosniaque, parce que Visoko est dans la région peuplée à quasiment 100% de Bosniaques. Le roman national serbe de Bosnie ne va pas être du tout le même. Hein, donc c'est beaucoup moins apaisé qu'en France, beaucoup plus tendu. Je voulais savoir ce qu'étaient devenues les 4 personnalités qui dénonçaient ce pseudo-archéologue. Alors, Zilka Kumjandic, la dame, a pris la retraite. Elle est partie au Canada. Il n'est pas resté en Bosnie, à Sarajevo. Pour fuir. Lovrenovic est mort. Il est décédé après le suicide de son fils dans des conditions un petit peu terribles. Govedarica travaille toujours, il est en Allemagne, à l'université d'Heidelberg. Et le quatrième, Drachovac, c'est d'autres, je crois qu'il a pris sa retraite. Donc actuellement, ils n'ont plus aucun d'entre eux là, de fonction. Ils n'ont pas démissionné à la suite de la demande de Zvanagic, mais ils ont assez vite par la suite soit pris leur retraite, soit quitté leur fonction officiellement pour d'autres raisons. Moi je me demandais juste comment il recrute les gens qui travaillent pour lui. Est-ce qu'il y a vraiment des archéologues qui travaillent pour lui? Alors, pour l'essentiel, c'est des bénévoles, des volontaires. Il organise tous les ans un chantier de volontaires, avec des gens qui viennent un petit peu de tous les pays. Le recrutement se fait beaucoup par l'intermédiaire des sites et des forums pseudo-archéologiques. Il essaye d'avoir un archéologue. En théorie, il est obligé par la loi, des fouilles de raids supervisées par un archéologue. Mais évidemment, il n'arrive jamais à avoir d'archéologue professionnel. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'il a recruté un jeune étudiant. Il y a eu une italienne, il y a eu un anglais, un turc. Enfin, il a fait venir comme ça des jeunes qui venaient de finir leur diplôme et qui voyaient là l'espoir d'avoir un travail payé, quoi. Mais aucun d'entre eux n'est resté plus de quelques mois. Quelques mois, ils abandonnent parce que ils se rendent compte qu'ils sont en train de bousiller complètement leur carrière, en travailler dans ces conditions-là. Donc voilà, il n'y a aucun spécialiste ni en archéologie, ni géologue, ni rien. D'autres questions, toi, s'il te plaît. Oui. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça donc de fouilles pseudo-archéologiques qui sont utilisées par des États de la même manière dans d'autres pays? Alors, à ma connaissance, il n'y en a qu'un.
en dehors de la Bosnie, c'est en Indonésie, où il y a une colline qui s'appelle Gunung Padang, qui est formée, c'est un ancien volcan, donc il y a des colonnes de basalte qui forment cette colline. Au sommet, il y a un temple d'époque historique connu, et il y a un géologue indonésien qui a décidé que la colline tout entière était artificielle. Et un petit peu de la même façon qu'en Bosnie, il a réussi à obtenir le soutien de l'État, qui a même envoyé l'armée pour fouiller. C'est des soldats qui ont été envoyés pour occuper aux fouilles, avec aussi peu de résultats qu'Osman Agic, mais on a un projet soutenu par l'État. À ma connaissance, c'est les deux seuls. Je ne crois pas qu'il en existe d'autres. Pour rebondir sur la question, est-ce que les uns se sont inspirés des autres? Est-ce que en Indonésie, on s'est inspiré de ce qu'il a fait? Et est-ce que tu sais, c'est la même question, si lui s'est inspiré d'une autre affaire qui aurait eu lieu avant lui, de la même... Alors pour l'Indonésie, c'est sûr qu'ils se sont inspirés de la Bosnie, puisque leur proclamation de pyramide s'est faite après celle de Bosnie. D'ailleurs, Osman Agic y est pour quelque chose, parce qu'il s'est rendu en Indonésie. Il voyage beaucoup dans le monde entier pour parler de ces pyramides un peu partout. Il s'est rendu en Indonésie et il s'est prononcé en faveur d'une pyramide artificielle pour cette colline. Et c'est à la suite de là que ça a pris un peu d'ampleur en Indonésie. Est-ce que lui s'est inspiré de quelque chose? Ma connaissance, non. Il prend souvent l'exemple de, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette pyramide maya énorme sur laquelle est construite une colline, une église. Je ne sais pas si quelqu'un de quoi je veux parler. Au Mexique. C'est au Mexique, oui. Une énorme pyramide, mais entièrement couverte de végétation, et sur laquelle il y a une église qui est construite. C'est-à-dire que de loin, on a l'impression que c'est une colline. Et il prend souvent cet exemple-là en disant vous voyez bien qu'une pyramide peut être cachée sous la végétation, sauf que là, il y a vraiment une pyramide dessous, quoi, alors que en Bosnie, non. Une dernière question. Soyez pas timide. Hein. Ah bah allez, hop, dernière question. Oui, du coup, alors je reviens à mes questions de tout à l'heure, qui était aussi la dernière question, je crois. Du coup, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet de la pyramide bosnienne? Alors, il se trouve que je connais bien la Bosnie. J'y ai beaucoup voyagé, vécu même à un certain moment. J'ai eu des contacts. J'ai toujours suivi de près les actualités, ce qui se passait là-bas, surtout depuis la guerre. Et donc j'ai entendu parler de cette histoire vraiment par hasard dans un article de journal dès 2005, dès que ça a commencé. Et il se trouve que, un peu le hasard, j'avais à la fois, je maîtrisais la langue, donc je pouvais traduire les articles en bosnien, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens en France ou dans les pays anglo-saxons. Et en même temps, comme je suis géomorphologue de formation, l'analyse d'un paysage, je connais quoi. J'ai des bases en géologie, et donc j'avais ces deux outils qui me permettaient d'analyser un petit peu ce qui se passait. Donc voilà, j'ai commencé à intervenir sur des forums, des newsgroups à ce propos-là. Et puis un beau jour, j'ai décidé de tout rassembler dans un site, et ça a commencé comme ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie fortement.